Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le compte à rebours a commencé à Bruxelles pour le budget français. Il pourrait être rejeté d'ici à 15 jours par la Commission européenne. Un scénario humiliant que certains cherchent à tout prix à éviter en Europe. On sera en direct avec le député européen Jean Arthuis. Il nous dira si les risques de censure sont réels. Et pour adoucir la Commission européenne, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a présenté ses principales mesures pour libérer l'économie française de ses blocages et de ses corporatismes. Le projet de loi de lutte contre le terrorisme en examen au Sénat, il crée une interdiction de sortie du territoire pour freiner les départs de jeunes Français candidats au djihad, mais prévoit aussi de bloquer les sites internet faisant l'apologie du djihad, une mesure jugée liberticide par certains. On en débat dans ce 24 heures Sénat. Je vous le disais à l'instant, le Sénat examine en procédure accélérée le projet de loi anti-djihad. À cette occasion, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a annoncé de nouveaux moyens pour la direction de la sécurité intérieure. Ce texte a déjà été adopté à l'Assemblée nationale où il a fait consensus. Au Sénat, l'ambiance était beaucoup plus tendue cet après-midi. Quentin Calvi. Passe d'armes entre Esther Benbassa, élu écologiste, et Alain Richard, l'un des deux rapporteurs du texte. La sénatrice regrette que l'on ne s'attaque pas aux causes de la radicalisation des jeunes. Chez nous, l'école a échoué dans sa mission d'inclusion. Elle a préféré s'intéresser à ceux qui réussissent. Monsieur, vous me laissez parler, s'il vous plaît? Je peux ne pas partager les mêmes idées que vous. Je vous demande la courtoisie. Mis à part cette escarmouche, la majorité des groupes politiques s'accordent sur ce projet de loi déjà adopté à l'Assemblée nationale. Principale mesure du texte, la création d'un nouveau délit dans le code pénal d'entreprise terroriste individuelle, l'interdiction administrative de sortie du territoire avec la saisie du passeport et de la carte d'identité, ou encore le blocage administratif des sites appelant au djihad. Sur ce dernier point, la loi permet aux autorités administratives d'agir et non aux juges traditionnels. Alors ce qui est préventif, c'est du domaine de l'administration. Et il y a des juridictions pour ça, qui sont aussi soucieuses des libertés publiques. Ça s'appelle les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Certains ont tendance à l'oublier et voudraient que ce soit la justice judiciaire qui s'occupe de tout. Eh bien non, ce n'est pas son rôle. Car c'est le véritable enjeu de ce texte, empêcher la propagande djihadiste, mais ne pas mettre à mal les libertés individuelles. Ce qui me gêne, c'est qu'on n'ait pas choisi pour cela la formule normale, celle qui devrait être utilisée dans tous les cas où la question se pose, qui est le recours au juge judiciaire. C'est lui qui est le gardien des libertés, c'est donc à lui de décider du blocage d'un site. Il peut le faire très rapidement en référé. Je pense qu'il ne faut pas laisser dans ces domaines d'ambiguïté. Une loi de circonstance selon certains, mais à ce jour, il serait 1000 Français à avoir quitté le territoire pour les terrains terroristes. Et on reparle des enjeux de ce projet de loi avec nos invités à la fin de ce journal. Autre temps fort de l'actualité au Sénat, l'audition de Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, était entendu ce matin par les sénateurs sur le projet de budget pour 2015 et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il espère que ce texte sera en phase avec le contexte budgétaire. On l'écoute au micro de Quentin Calmi. Il y a des économies possibles en matière d'assurance maladie pour éviter que la France connaisse des déséquilibres ou des déficits permanents. Nous essayons d'apporter notre contribution pour que les engagements qui sont pris par notre pays, par la France, puissent être respectés comme l'ont souhaité d'ailleurs les parlementaires en votant les lois de programmation, étant entendu que les décisions appartiennent bien sûr aux députés et aux sénateurs. La France, comme tous les pays de la zone euro, doit envoyer d'ici à ce soir son projet de budget 2015 pour que la Commission l'examine et donne son avis, alors que le gouvernement français a décidé d'envoyer des signes forts à Bruxelles avec les mesures réformistes présentées aujourd'hui par Emmanuel Macron, ministre de l'économie, Jérôme Bonnard. Défiance, complexité, corporatisme, voici les trois maladies dont souffre la France, selon le ministre de l'économie. Au risque de briser certains tabous, l'ancien banquier a visiblement l'intention de bousculer des mentalités. Il se justifie. Accroître l'activité, permettre à ceux qui ont moins accès
à cette économie d'accéder les plus jeunes, les plus défavorisés, les salariés qui veulent travailler davantage, ceux qui veulent préserver leur emploi, se battent pour le préserver. Voilà. Enlever les verrous qu'il y a de manière très concrète dans notre économie. En guise de remède, le projet de loi pour l'activité prévoit des mesures qui visent les professions réglementées. Elles pourraient voir leur statut modifié à travers des réformes ciblées, telle la libéralisation de certains actes notariés. Le travail le dimanche et le soir pourrait être autorisé dans des zones à fort potentiel. Plus inattendu peut-être, libérer le secteur de l'autocar. Grâce à des règles plus souples et des ouvertures de lignes, 10 000 emplois pourraient être créés selon le gouvernement. Ce projet est discuté au moment même où Paris soumet celui de son budget 2015 à Bruxelles. Hasard ou coïncidence, alors que la France, sérieusement pointée du doigt pour son retard dans les réformes, doit convaincre. Le ministre de l'économie annonce aussi des cessations d'actifs de l'État sur 18 mois. Elles pourraient rapporter entre 5 et 6 milliards d'euros pour aider à relancer l'investissement au sein de l'Union. Des annonces qui s'ajoutent aux économies annoncées dans les armées. C'est sur ces bases que la Commission européenne rendra son avis sur le budget français. Et nous sommes en direct de la Commission européenne à Bruxelles avec Jean Arthuis, député européen, président de la Commission des budgets. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que les risques de rejet du budget français par Bruxelles sont réels, Jean Arthuis? Je pense que la Commission va être très attentive aux efforts qu'accomplit la France pour respecter ses engagements. Et le dialogue va certainement être assez délicat. Nous sommes dans une phase d'indécision aujourd'hui, puisque la Commission Barroso est sur le point de prendre congé, et c'est au 1er novembre, en principe, que la Commission Juncker va s'installer. Je suis persuadé qu'il va y avoir des échanges multiples entre la Commission et entre le gouvernement français à propos de ce budget. Tout à l'heure, vous évoquiez les difficultés de notre pays, ses corporatismes, son conservatisme, mais je crois que le principal problème de notre pays, c'est la gouvernance publique. L'incapacité de nos gouvernements, c'était déjà vrai avant l'élection de M. Hollande, mais c'est pire aujourd'hui, à prendre des décisions, à engager des réformes structurelles pour rétablir la compétitivité de l'économie française, pour recréer des emplois, pour faire de la croissance, et aussi pour maîtriser la dépense publique, réduire les déficits et assumer nos engagements. On est en train de dire que c'est l'Europe qui nous oblige à opérer ces réformes, ces transformations. Mais s'il n'y avait pas l'Europe, si la France n'était pas dans la zone euro, la France serait instantanément mise dans l'obligation de mettre de l'ordre dans ses comptes publics, de retrouver de la compétitivité parce que les marchés financiers l'y contraindraient, sans délai. Est-ce que Manuel Valls, qui a beaucoup rappelé ces derniers temps la souveraineté de la France en matière budgétaire, sous-estime la menace qui pèse aujourd'hui de la part de Bruxelles sur les comptes français? Et vous savez, ce qui est vrai pour un ménage, pour une entreprise, pour une association, pour une collectivité locale et pour un État, quelle est la souveraineté d'un surendetté? Au surplus, lorsque ce pays a fait le choix de partager sa souveraineté monétaire dans un pacte de confiance, dans un pacte de stabilité et de croissance. Donc ce sont des éléments de langage, mais c'est quelque part une forme de démagogie. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur de la pédagogie, de l'objectivité. Il faut sortir du déni de réalité et accepter de gouverner avec courage, en permettant à nos concitoyens de s'approprier les problématiques que nous devons maîtriser pour opérer les réformes, et que ces réformes ne soient pas des annonces, une succession d'annonces. Et ceci décourage nos partenaires. Vu de Bruxelles, je vois bien dans le regard de mes collègues députés qui ne représentent pas la France qu'il y a une interrogation, un doute sur la capacité de la France à assumer ses obligations et ses responsabilités. Justement, Jean Arthuis, quelles seraient les conséquences pour la France au sein de l'Union européenne d'un rejet de ses comptes par Bruxelles? Oh, je pense qu'il y a un risque d'être pénalisé par une amende, mais je ne crois pas qu'on aille jusque-là. En revanche, un pays qui est dans une telle singularité, qui n'arrive pas à faire ses réformes, qui est mis en accusation par ses partenaires, qui, eux, ont fait de vrais efforts pour en sortir, eh bien, ce pays-là, la France, risque de perdre son influence au plan européen. Donc, il s'agit de remettre de l'ordre dans notre maison pour retrouver notre autorité. Merci beaucoup, Jean Arthuis, d'avoir été avec nous en direct depuis Bruxelles.
Et pour contribuer au redressement des comptes publics, les armées déjà au régime sec vont perdre un nouveau régiment en 2015 et l'hôpital du Val-de-Grâce devrait cesser ses activités médicales pour devenir un pôle de recherche selon le ministère de la Défense. En bref, le nouveau patron du groupe UMP du Sénat, Bruno Retailleau, propose de répartir la réserve parlementaire, cette cagnotte qui permet à un élu de financer des projets dans sa circonscription en fonction du taux de présence des sénateurs de son groupe. Présidence de l'UMP, la campagne officiellement lancée, la haute autorité a validé les candidatures de Nicolas Sarkozy, Hervé Mariton et Bruno Le Maire. Ils vont pouvoir concourir en vue du scrutin du 29 novembre, un scrutin où c'est promis, la fraude n'aura plus sa place. Samia Dechir. Le compte à rebours est lancé. La campagne pour l'élection du président de l'UMP s'est officiellement ouverte ce matin. Pas de surprise dans la liste des 3 candidats officialisés par la haute autorité du parti. Hervé Mariton, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire sont donc tous 3, leur dossier remplissant les conditions fixées, officiellement candidats à la présidence de l'UMP. La campagne s'achèvera le 27 novembre à la veille du scrutin. Les militants auront ensuite 24 heures pour choisir leur candidat lors d'un vote électronique. C'est un vote sans procuration et un vote dans le cadre duquel les adhérents donc pourront se connecter à un site de vote spécifique, site de vote sur lequel ils devront s'identifier avec des codes qui leur seront communiqués par courrier. Des précautions prises pour éviter le fiasco de l'élection ratée de 2012. Pour écarter tout soupçon de fraude, le dispositif de vote sera soumis à une expertise indépendante par la haute autorité. Et pour qu'aucun candidat ne conteste le système, ils seront associés au processus. À compter d'aujourd'hui, la haute autorité va se réunir en présence des représentants des candidats, d'ailleurs dès ce soir, et nous aurons des réunions hebdomadaires. Et nous voulions donc laisser la possibilité aux candidats, s'ils le souhaitaient, de diligenter parallèlement eux-mêmes une expertise indépendante. Les résultats provisoires devraient être connus le 29 novembre. Nicolas Sarkozy fait pour l'instant figure de grand favori, mais s'il gagne, les statuts du parti l'obligeront à renoncer à son poste de président pour pouvoir se présenter à la primaire pour la prochaine présidentielle. Jérôme Lavrieux, le député européen, se met en congé de l'UMP. Il l'a annoncé dans une lettre au secrétaire général par intérim de l'UMP, Luc Châtel. Il qualifie de mascarade la procédure d'exclusion qui le vise à cause de son rôle dans l'affaire Big Malion. Et on reparle du statut juridique du chef de l'État avec l'adoption à l'unanimité ce matin par la commission des lois du Sénat d'une proposition de loi sur l'article 68 de la Constitution. Pour en parler, Perrine Tarnot nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Perrine. Bonsoir Delphine. Alors de quoi s'agit-il exactement, cet article 68 ? Alors c'est une sorte, Delphine, de procédure d'impeachment à la française, c'est-à-dire que le Congrès peut destituer le président de la République s'il vient à manquer gravement à ses devoirs. C'est une exception notable à notre Constitution qui stipule que le chef de l'État n'est normalement pas responsable devant le Parlement. Alors dans quelles conditions le Sénat et l'Assemblée nationale pourraient destituer le président de la République ? Eh bien la nouvelle écriture de l'article 68 de la Constitution parle de manquements graves à ses devoirs, par exemple une violation de la Constitution si le chef de l'État refuse de promulguer des lois, ou alors s'il commet un meurtre, un viol ou un délit particulièrement grave. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, je vous propose, Delphine, d'écouter Hugues Portelli. Il est le rapporteur de ce texte qui sera examiné la semaine prochaine au Sénat. L'article 68, qui a remplacé l'ancienne procédure qui n'a jamais fonctionné, où le président était irresponsable sauf en cas de haute trahison, mais on n'a jamais su ce qu'était la haute trahison, eh bien, a été remplacé par une autre disposition qui prévoit qu'il ne peut pas être jugé, mais il peut être simplement destitué par le Parlement, donc les deux chambres réunies en congrès, mais avec cette fois-ci le vocable de haute cour, destituent le président de la République s'ils estiment, donc les parlementaires, que le président de la République a manqué à ses devoirs et qu'il ne peut plus continuer à exercer sa fonction. Alors dans ce cas-là, il faut une majorité des 2/3 des membres du Parlement. Voilà, une majorité de 2/3 du Parlement, c'est sans délégation de vote, a précisé Hugues Portelli. Autant dire que ce sont des conditions de destitution très encadrées qui s'appliquent donc à des situations tout aussi exceptionnelles. Delphine, Hugues Portelli l'a également rappelé, cette nouvelle écriture de l'article 68 de la Constitution remplace la procédure de haute trahison qui était jugée par tout le monde beaucoup trop floue et qui n'a jamais été précisée juridiquement. Alors cette procédure devrait être adoptée la semaine prochaine par le Sénat, conforme à un précédent vote de l'Assemblée nationale et donc adoptée définitivement.
mais elle ne règle pas la question de la responsabilité pénale du chef de l'État, définie elle par l'article 67 de la Constitution. Pour revenir sur ce statut pénal du chef de l'État, il faudrait une majorité des 3/5 en Congrès. François Hollande ne l'a pas et aujourd'hui donc le président de la République reste inattaquable pendant toute la durée de son mandat. Bref, il n'est pas injusticiable comme les deux autres et ce n'est pas prêt de changer. Merci beaucoup Perrine pour toutes ces explications. Et puis en matière de responsabilité des élus, le ministère public a requis des peines de prison ferme à l'encontre de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer et de son adjointe à l'urbanisme lors du procès Xynthia, la tempête qui a fait 29 morts dans cette station balnéaire de Vendée en février 2010. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et avant d'ouvrir le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir, on revient sur un des points litigieux du projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme. Il concerne le blocage des sites internet faisant l'apologie du terrorisme. Des associations s'inquiètent des conséquences d'une telle interdiction. Voyez ce reportage de Temtra Nuit. Ils s'entraînent, se vantent, les armes à la main, sur les réseaux sociaux, dans des vidéos en ligne. Les djihadistes font leur propagande sur le web et séduisent des milliers d'internautes. Face à cette stratégie médiatique, le gouvernement veut changer la loi. Parmi les pistes qui suscitent l'adhésion de toute la classe politique, le blocage des sites incitant au terrorisme qui pourra être demandé aux fournisseurs d'accès à Internet sous l'autorité du juge administratif. Les acteurs du web jugent cette mesure inefficace. Ces techniques sont très facilement contournables, de façon assez simple de rajouter un petit outil sur son navigateur. C'est quelque chose que les internautes font assez facilement. Donc cet article est non seulement problématique sur le plan de la justice et du droit, mais en plus il risque d'être très facilement contournable et inefficace, donc probablement assez peu utilisé. Autre point qui provoque le débat chez les défenseurs de la liberté d'expression, l'article 4 du projet de loi qui inscrit la provocation et l'apologie du terrorisme au code pénal. Or, ces délits sont aujourd'hui régis par la loi sur la presse de 1881. On fait basculer des actes, des écrits, des mots vers des abus de la liberté d'expression, vers des actes de terrorisme. Et ça nous pose problème pour deux raisons. D'abord sur la philosophie générale. Un abus de la liberté d'expression n'est pas un acte de terrorisme, surtout que la loi de 1881 est particulièrement déjà sévère. On fait aujourd'hui comme si l'apologie et la provocation du terrorisme n'étaient pas pénalement répréhensibles, alors qu'elle est déjà actuellement répréhensible et elle est sanctionnée par 45 000 € d'amende et 5 ans ou 4 ans d'emprisonnement. Conséquence, les associations craignent un usage disproportionné des moyens policiers de la lutte contre le terrorisme pour sanctionner des abus à la liberté d'expression. Les rapporteurs socialistes et UMP au Sénat ont d'ailleurs restreint la portée de cet article pour ne viser qu'Internet. Encore une mesure qui suscite l'incompréhension. Pourquoi est-ce qu'un même discours ne serait pas condamné de la même façon s'il est fait sur Internet ou s'il est tagué sur un mur ou simplement dit à la télévision ? En attendant, si le législateur s'intéresse aux moyens de propagande, il ne s'interroge pas sur ce qui provoque profondément l'adhésion de milliers de jeunes occidentaux au message djihadiste. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Laïla Haïchi, bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Ancienne ministre, sénatrice socialiste représentant les Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. Alors Laïla Haïchi, on vous a entendu cet après-midi en séance assez offensive envers ce projet de loi. Est-ce que la lutte contre le terrorisme ne doit-elle pas faire l'objet d'un consensus? Alors évidemment que la lutte contre le terrorisme doit faire l'objet d'un consensus. Il n'est absolument pas question ici de le contester. D'ailleurs, je pense qu'on est tous pour une lutte contre le terrorisme, la barbarie qu'on doit absolument dénoncer. La question qui se pose aujourd'hui et ce soir dans l'hémicycle, c'est l'utilité et la validité de ce texte qui nous est proposé. En tout état de cause, la majorité du groupe auquel j'appartiens au Sénat, nous considérons que ce texte est largement liberticide, intentatoire à un procès équitable et qu'il ne répond pas malheureusement aux défis du terrorisme. Alors, Hélène Conway-Mouret, plusieurs choses dans ce qui a été dit par Laïla Haïchi. Un texte liberticide qui finalement ne répond pas aux enjeux de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Je crois que c'est d'abord une première étape
une réaction à ce qui se passe. Le ministre a expliqué, je crois, assez clairement que l'endoctrinement de la plupart de ceux qui partent aujourd'hui se fait par Internet. Et donc, il est tout à fait normal, bien que l'on essaye d'endiguer et de restreindre finalement ceux qui font cette propagande sur Internet, ceux qui utilisent cet outil-là, en y apportant des réponses. Et je crois que c'est ce que ce texte tente de faire. Mais en même temps, moi, je le conçois comme la réponse de la France et qui ne peut pas être seule dans cette lutte, puisque la menace est globale aujourd'hui et je crois que c'est une réponse globale qu'il faut apporter. Donc tout ce que nous pouvons faire, nous, sur le sol français, pour essayer de limiter le nombre de ces jeunes qui partent. Aujourd'hui, il y a une armée de 12 000 occidentaux qui combattent en Syrie, à laquelle malheureusement les Français contribuent par plus d'un millier de jeunes. Et donc je crois que oui, c'est un texte qui, pour moi, va dans le bon sens. Après, en effet, je crois qu'il faut entendre les arguments des uns et des autres pour justement ne pas aller trop loin et ne pas attenter aux libertés auxquelles nous sommes tous attachés. Justement, Laïla Haïchi, qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte? Vous avez parlé d'entrave à la liberté de circulation, atteinte aux libertés individuelles, avec un délit d'intention qui serait créé. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs dispositions, évidemment, dans ce texte qui sont liberticides et gênantes. Et je ne crois pas que ce texte soit une finalité en soi. Il y a déjà eu plusieurs textes qui ont été votés justement précédemment pour lutter contre le terrorisme. Ce que je reproche à ce texte, d'abord, je pense que c'est d'abord un affichage politique. Voilà, première remarque. La deuxième, il crée effectivement un délit d'intention. Je vous invite à relire l'article 1 qui nous est proposé, puisqu'on crée une nouvelle sanction, puisqu'on veut interdire à des ressortissants français de quitter le territoire en retirant la carte d'identité et le passeport. C'est des affaires alors, extrêmement graves. Qu'est-ce que vous proposez, vous, justement, parce qu'il y a quand même cette situation de ces jeunes qui partent. Évidemment, il y a un vrai enjeu. Ceci étant, il y a un vrai enjeu. Et je pense qu'au niveau de la prévention, le sujet de la prévention n'est pas assez pris en compte. Effectivement, comme disait très justement Hélène Conway, la réponse ne peut être que globale. Elle est nationale, globale, mais au niveau du national, on ne fait absolument pas état de la politique de prévention. On ne fait pas état de la politique de la ville. Ce texte aurait mérité en tout cas d'avoir des discussions avec le ministère de la Justice, puisqu'il touche à des libertés publiques et à des libertés importantes dans notre pays. On introduit, on a l'impression que le juge, enfin pas le juge administratif, l'administration est en train de surfer au niveau pénal. Vous observerez que dans ce texte, encore une fois, on atteint de manière grave au droit d'aller et venir, sans contrepartie et sans procès équitable. Aujourd'hui, quand dans notre système juridique, le juge judiciaire est le protecteur des libertés individuelles et le protecteur des libertés fondamentales. Dans le texte que nous propose le gouvernement, il ressort de l'administration. Et ce jeu est extrêmement dangereux pour notre République et pour notre démocratie. On va faire agir Hélène Conway-Mouret sur cette liberté de circulation. Que pensez-vous des arguments de Laïla Haïchi? Écoutez, la liberté de circulation doit avoir d'ailleurs, dans un premier temps, être sur le territoire français. Que les Français n'aient pas peur d'emmener leurs enfants à l'école, n'aient pas peur de prendre le métro. Et on entend aujourd'hui des gens qui se posent des questions quand ils montent dans le RER ou dans le métro. Donc je pense que, en effet, ce texte va dans le sens de nous protéger. Je ne suis pas d'accord avec Laïla Haïchi quand elle dit que c'est un effet d'annonce. Non, je crois que la situation est très grave. Oui, mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire aux Français qu'en effet, il y a des attentats qui sont prévus pour frapper sur le sol français et que, il est tout à fait naturel que le gouvernement met tout en place pour prévenir, parce que c'est de la prévention, c'est aussi de la réaction. Mais il faut les deux aujourd'hui parce que la menace est réelle. J'ai eu malheureusement la chance, pendant les 2 années précédentes au ministère, de me déplacer dans un certain nombre de pays, notamment la Libye, la Tunisie, tout de suite après les événements. Et j'étais en Turquie, j'en suis rentrée hier soir. La menace est réelle. Enfin, aujourd'hui, la Libye vit dans un chaos le plus complet. Il n'y a plus d'État. Demain, mais on ne doit pas pour autant autoriser notre administration à retirer la carte d'identité, le passeport. Mais nous avons la chance de continuer à vivre dans une démocratie où, en effet, nous sommes très protecteurs de nos libertés et de tous les droits que nous avons. En même temps, je crois que ces gens-là n'agissent pas avec le même logiciel que nous avons démocratique en tête. Ils sont capables de faire n'importe quoi et ils le prouvent quand on regarde les images de ce qu'ils sont capables de faire, des actes barbares qu'ils ont perpétrés. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut être
réactif, mais réactif dans l'urgence. Enfin, on ne peut pas attendre qu'il y ait des attentats et ensuite on dirait au gouvernement, eh bien, mais qu'avez-vous fait? Pourquoi n'avez-vous pas agi alors, et empêché ces jeunes de réagir partir? quand même aussi dans l'urgence. Quand on propose un texte de cette nature, il n'est absolument pas question de sous-estimer le risque terroriste, puisque nous l'avons dit, évidemment, c'est un combat que nous devons mener. Il doit y avoir une unité nationale autour de ce sujet qui est extrêmement grave pour notre démocratie. Ce n'est pas du tout une question qui est remise en doute. Évidemment qu'il faut lutter contre. Le sujet de ce texte qui nous est proposé aujourd'hui, de toute manière, compte tenu de la gravité du sujet, et effectivement de l'approche urgentiste qu'on veut donner, n'est pas une réponse, puisque justement l'urgence de travailler sur l'affect et sur les sensibilités n'est absolument pas bonne conseillère, et notamment pour un texte qu'aujourd'hui le gouvernement nous propose et qui est largement attentatoire. Je vous dis par exemple, le premier alinéa 5 propose, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que, nous avons introduit dans ce texte, il est introduit une intention comme délit. Ça n'existe pas en droit pénal. C'est-à-dire que les écologistes vont faire des recours contre ce texte, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel par exemple? Très certainement, peut-être que j'imagine que des avocats saisiront une QPC pour ce texte. Je ne suis pas sûre qu'il y ait suffisamment de parlementaires pour soulever cette question de constitutionnalité. En tout cas, clairement, ce texte est contre la Convention européenne des droits de l'homme. Nous instaurons dans ce texte des process totalement attentatoires aux libertés publiques. La liberté d'aller et venir, c'est une liberté qui est protégée par notre Constitution, qui est largement remise en cause. Et en tout état de cause, vous observerez également, puisqu'il s'agit, c'est ce que dit de toute façon tout à l'heure le ministre, de vouloir lutter contre le terrorisme. Ce texte ne répondra pas aux enjeux du terrorisme, mais deux raisons. Très rapidement. La première, tout à l'heure, il expliquait, entre autres en ce qui concerne le sujet d'Internet, en expliquant qu'il allait privilégier effectivement plus un système est intrusif, meilleur il est en termes de renseignement. Mais qu'évidemment, pour des raisons, pour éviter des dérives, il n'ira pas jusqu'à des systèmes les plus intrusifs qui soient. Donc en fait, comme le système le plus intrusif est celui qui est le plus en capacité de donner des informations, il l'utilisera pas, ça n'existera pas. On va faire réagir Hélène. On n'aura pas de conséquences. Cette question des blocages des sites Internet, c'est vrai qu'elle a été beaucoup soulevée. On a vu dans ce reportage, certains s'inquiètent. Et puis ils nous disent aussi que c'est un dispositif finalement qui est peu efficace puisqu'il y a toujours des moyens de contourner le blocage des sites. Oui, c'est pour ça que je parlais d'une réponse globale. En effet, si la France se permet de pouvoir bloquer, mais c'est simplement les contenus de certains sites. Là, c'est pas porter atteinte aux libertés individuelles, pas du tout. C'est pouvoir contenir et donner aussi aux parents la possibilité, là j'en reviens à la mobilité des jeunes, la possibilité pour des jeunes qui sont majeurs aujourd'hui, à des familles, de pouvoir essayer de les garder et de faire en sorte qu'ils ne partent pas. Moi, je vois dans ce texte la volonté d'essayer d'endiguer ce phénomène, d'y répondre. Enfin, on fait référence à des sources du problème, aux sources du problème du terrorisme, puisqu'on a vu cette passe d'armes entre Alain Richard et Esther Benbassa dans l'hémicycle. Effectivement, Esther Benbassa pointait peut-être du doigt un échec de l'intégration de l'école de la République, par exemple. Mais bien sûr, mais on ne va pas le résoudre dans ce texte-là. Ce texte-là a une cible très très limitée. Non, au contraire. De pouvoir essayer à la fois d'agir sur l'Internet, parce que l'on sait que les jeunes sont recrutés de cette façon-là, et de faire en sorte qu'ils ne partent pas. C'est les deux éléments qui sont dans ce texte-là. Alors après, bien sûr qu'il faut une politique de la ville, qu'il faut une politique éducative qui fasse en sorte que ces jeunes ne sortent pas de l'école illettrés ou qu'ils soient laissés pour compte. Bien sûr, mais c'est une réponse globale à nouveau. Ce texte-là a une portée limitée et je crois absolument pas. C'est justement le danger du texte. Il n'a absolument pas une portée limitée. Et c'est justement le danger. Pourquoi ne pas avoir introduit, par exemple, le juge judiciaire? Moi, j'aurais aimé qu'on introduise le juge judiciaire. C'est le seul qui peut faire le distinguo entre ce qui relève de l'apologie. Aujourd'hui, c'est le garant d'un procès contradictoire, de respecter les principes contradictoires et d'un débat, d'un procès équitable. Aujourd'hui, ce texte est extrêmement large. Les notions sont floues et n'importe qui pourrait rentrer dans ce texte. Et je finirai pour conclure. Tout à l'heure, le ministre expliquait que c'était un sujet d'envergure et une priorité nationale de lutter contre le terrorisme. Nous sommes tous d'accord avec ça. Il est prêt à revenir sur les libertés individuelles, à porter atteinte à des grands principes de notre République. Et dans le même temps, il est prêt simplement à consacrer
12 millions d'euros pour la lutte contre le terrorisme. Je vous rappelle simplement, et je conclurai là-dessus, 12 millions d'euros, c'est le budget des Pays de la Loire pour le tourisme et c'est le budget du Sénat pour le Jardin du Luxembourg. C'est vous dire à quel point on n'apporte pas la réponse à l'enjeu du terrorisme. Et ce texte n'est absolument pas une réponse, c'est un texte qui est attentatoire aux libertés individuelles. Et Merci Leïla Elchi, si vous me permettez votre position et on imagine que vous allez peut-être vous abstenir sur ce texte. Non, je voterai contre et nous sommes plusieurs dans mon groupe à voter contre. La majorité du groupe votera contre justement parce que ce texte on a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com, aux internautes justement. Loi antiterroriste, le blocage des sites internet peut-il être efficace? Les internautes ont répondu oui à 53%, non à 39%, ne se prononce pas 8% sur 245 votants. Merci mesdames d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 22h. Vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.